Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, à Racaille, une émission qui parle de la condition de l'artiste dans la société, avec ce matin les copains qui vont s'agiter avec moi pour essayer de vous expliquer tout ça, enfin en tout cas d'en parler au moins. Igor Kralik. Salut tout le monde. Jean. Salut. Et notre invité, Christine Le Sueur, qui est auteur, illustrateur, entre autres, elle a beaucoup d'autres choses dans sa besace, elle nous en parlera. Alors, un petit salut à Cécile Rumiguière, qui était la dernière fois notre invitée, pour lui dire que ça y est, la musique c'est au point, il y aura pas les neiges du Kilimandjaro aujourd'hui. on les a mis au pilon. Et que donc elle peut écouter l'émission sans se boucher les oreilles et sans éclater de rire aussi. On va aussi tout de suite avec des scies en scie du bois, comme dirait mon bûcheron préféré, parler de des suites de la manif qui a été évoquée à la dernière émission avec Cécile, la manif aux éditions Villot. Un escroc ordinaire qui paye ses auteurs quand il a le temps, mais qui paye aussi ses employés quand il a le temps. Donc c'est quelqu'un qui a une réflexion de ce type. Oui, j'ai entendu dire que les auteurs étaient payés voilà, d'une manière un petit peu aléatoire, donc je fais comme tous les autres éditeurs. Et tous les autres éditeurs ne pratiquent pas ce genre de sport. Mais bon, faut dire qu'il est aussi propriétaire de l'AS Cannes, un club de football, une fabrique de chaussures aussi. C'est-à-dire que c'est le genre de personnage qui sévit dans le paysage depuis quelques années, des gens qui ont rien à voir avec l'édition, rien à voir avec la culture, mais qui font du fric. Alors il a dû capter qu'il y avait du fric à faire avec l'édition, particulièrement l'édition jeunesse. Donc il a racheté un groupe éditorial et puis voilà, il fait du fric. En oubliant que pour faire du fric, il faut d'abord des auteurs, des illustrateurs pour fabriquer des livres. Et qu'il faut surtout pas oublier de les payer. Voilà, donc la manif a eu lieu, on est environ une cinquantaine, on a investi les locaux de ce cher petit capitaliste ordinaire et évidemment tout le staff éditorial était comme par hasard parti à la campagne. Le grand patron était à Marseille où il a des affaires aussi. Des responsables de la charte des auteurs-illustrateurs ont pu lui parler par la voix ou l'intermédiaire d'un téléphone. Et il a assuré donc ses plénipotentiaires que cette semaine, à la fin de cette semaine, il serait payé. Ce dont je doute. Mais ça, c'est un doute personnel, mais je doute de beaucoup de choses, surtout de la parole de ces gens-là. Et si toutefois, à la fin de cette semaine, il a pas raqué, il a pas craché la thune, on recommence le petit business de la semaine dernière. Voilà. Vous savez tout. J'espère, Cécile, que j'ai pas dit trop de bêtises et que tu vas pas me remonter les bretelles à la fin de l'émission en m'envoyant un petit mail en disant que non, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé, etc. Ah oui, je dois dire que il y a eu un petit blême quand même, un malaise, parce que si vous voulez, les employés, on les avait pas mis tellement au parfum de ce qui allait se passer chez eux. Et il y en a quelques-unes qui ont un peu pété les plombs et ça s'est terminé par un arrosage de bouilloire sur la tronche d'une manifestante. Donc c'est ce genre de choses qui, par la suite, qu'on devrait un petit peu approfondir pour éviter que ça se reproduise, que d'associer éventuellement les gens chez qui on va foutre le Bronx à notre leur expliquer pourquoi on est là, que c'est pas pour les agresser eux, mais que c'est pour essayer de traire leur patron. Voilà. Est-ce que Igor, Jean, Christine, vous avez un commentaire sur ce blabla? Alors, on est à la radio, pas à la télévision, donc les hochements de tête, c'est pas tellement... Non.
Non, Christine. Non, étant donné que j'étais malade. Oui, bon, bon. Parce que j'étais pas au courant, donc c'est tout à l'heure que vous m'aviez déjà expliqué ce qui s'est passé. En tout cas, je pense que c'était une bonne chose. Vous verrez par la Ok, suite. d'accord. Bon, bah alors on a conclu avec toutes ces explications de mes petits camarades. J'espère qu'ils vous ont pas submergé avec leurs commentaires, que vous, que vous arrivez à tout assurer. Je rappelle le fil rouge de cette émission qui, on l'espère, va vous polluer les oreilles pendant encore quelques siècles. L'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Voilà, en disant que, en vous rappelant que les artistes, d'une manière générale, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient musiciens, théâtreux, écrivains, clowns, chanteurs des rues, enfin tout ce que on peut imaginer, graffeurs, etc., sont des êtres humains comme tout le monde, qu'ils ont des besoins humains comme tout le monde, manger, boire, dormir, se vêtir, se chauffer, s'abriter sous un toit, mais que notre société, qui oublie déjà quelques millions de ses concitoyens, qui les laisse dans la rue, qui les prive de boulot, etc., n'a pas un vrai souci de la condition des artistes. Les gens qui emploient nos compétences, comme ce monsieur Villot, qui ne paye pas ses auteurs, ses illustrateurs et occasionnellement ou ses employés. Voilà, donc on doit se rappeler à leurs bons souvenirs, on doit trouver des solutions, les chercher, c'est le but de cette émission. On espère que les auditeurs qui peuvent toujours téléphoner pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40 pourront nous aider dans cette espèce de recherche de solutions à tous ces problèmes qui empêchent les artistes de vivre normalement, quoi. Mais c'est pas, ils sont pas des exceptions dans notre société. Disons qu'ils sont quand même, comme ils produisent un travail qui sert à rien, quoi. C'est du superflu, c'est du luxe, d'une manière un petit peu rapide. Là, on dit ça comme ça, mais c'est ce que ressentent la majorité des gens, en tout cas. Donc, ils sont un peu plus fragilisés que nos concitoyens déjà très fragilisés. Voilà, bon, on va passer on va faire une pause musicale. En vous rappelant que tout à l'heure, c'est Christine Le Sueur qui est notre invitée et qui va s'exprimer sur toutes ces choses-là.
C'était les Violentes Femmes sur Radio Libertaire. De littérature et prononce un discours sur les missions de l'intellectuel qui fait encore référence aujourd'hui. Je vais vous en lire un extrait. C'est un petit peu long, mais vous nous en excuserez par avance. À Racaille, on manie mieux le crayon et le pinceau que les ciseaux. Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne me sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes, en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Albert Camus nous manque. Il avait une vraie vision du rôle de l'artiste dans la société. On aurait aimé, entre autres, avoir son sentiment sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Au lieu de quoi nous avons droit aux amalgames confessionnels de Tariq Ramadan ou encore aux balbutiements communautaristes d'André Glucksmann. Chaque époque a les philosophes qu'elle mérite. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir lu ce texte sur Camus. Est-ce qu'il y a des copains ici qui ont des commentaires à faire sur ce texte? Igor, Christine? Oui, c'est pas simplement chaque époque a les philosophes qui méritent, mais il y a aussi les dessinateurs qui méritent, la presse qui mérite, les éditions qui méritent. Tu peux développer un peu? Non. Non? Bon. Jean? Ton commentaire a suffi. Bien. Alors, je vous présente l'invité de cette émission, Christine Le Sueur, dont je vous ai un peu parlé il y a quelques minutes, pour évoquer avec elle ses conditions de travail, sa vision de ce que peut être la vie d'un auteur, ses rapports avec donc les décideurs de ce petit monde, de ce microcosme ou de ce marigot, selon, mais aussi si elle a des contacts avec des lecteurs, et puis aussi ses révoltes, ses espoirs. Et on terminera cette partie de son interrogatoire poussé par peut-être un commentaire d'elle sur la manif devant chez Villot. Pourquoi elle y était et ce qu'elle peut en dire, ou voilà. Donc ça, c'est encore une fois, quand un commentateur commence avec des donc, c'est qu'il se tâte pour poser une question, ou qu'il sait pas très bien la poser, ou qu'il sait pas très bien où il va. Donc Christine, déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Des dessins. Merci. Je fais des dessins. Mais depuis toujours, je fais des dessins. J'ai commencé très jeune. À quel âge? Je poursuis. Tu as dit très jeune, c'est à... J'ai jamais cessé. À 5 ans, 6 ans, 2 ans? J'ai jamais cessé. T'as jamais cessé? Non. Tout petite, dans ton petit parc, oui, tu faisais déjà des dessins avec tes petits... C'est tout naturel. C'est naturel. C'est naturel, ok. Oui, je suis née comme ça. Bon. Voilà, donc je continue à faire des dessins. Là, la seule différence, c'est qu'il y a vraiment
une énorme carence actuellement, que ce soit au niveau éditorial ou au niveau de la presse, à mon point de vue, c'est mon point de vue, mais je suis pas la seule, je crois, à avoir cette vision des choses. Fut un temps, c'était très gai de dessiner, et ça l'est de moins en moins. On a de moins en moins de place pour s'exprimer quand on est ce qu'ils appellent des dessinateurs à idées. Et donc c'est une question qui se pose pour énormément de dessinateurs professionnels qui sont de plus en plus mis à l'écart, et on met de plus en plus en avant des dessinateurs au service d'eux. Donc ça me paraît un point très important, parce que fut un temps, il y avait une grande liberté quand même d'expression. À partir du moment où un éditeur vous choisissait, il vous faisait confiance. Maintenant, un éditeur, c'est les commerciaux. Les directeurs artistiques ont de moins en moins de puissance, de puissance au niveau des choix. Et c'est général, c'est ça le problème, c'est que ça va de plus en plus dans ce sens-là. Tu évoquais tout à l'heure hors micro, c'est pas mal, hein, que le chose hors micro, c'est vraiment une bonne expression pour ne rien dire. On évoquait ta période du Monde où t'as connu, où t'as travaillé un moment de ta vie professionnelle et d'où tu as été éjecté. Pourquoi? Comme d'autres. Oui, non, bien sûr, mais on parle de toi. Oui. Les autres, on les connaît pas, donc on s'en tape un peu. Non, pour rigoler. Pourquoi pourquoi, en fait, ça revient à ce que je disais là, c'est-à-dire que fut un temps, dessiner, c'était donc vraiment avant tout un plaisir, une expression. On était chacun avec ses pensées et on pouvait les exprimer. Et on te demandait pour ça. Par exemple, quand les gens du Monde m'appelaient, ils me disaient, là, on a un sujet super noir. Toi, avec ton traité, tu vas t'en sortir. On te demande à toi. Mais c'était moi qui prenais en charge l'article. Bon, maintenant, c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, on vous demande simplement d'illustrer à la lettre ce qui est dit dans l'article. On vous demande pas d'avoir un avis sur ce que vous êtes en train d'illustrer. Et ça, c'est complètement mortifère et ça va nulle part. Et donc, on dessine pour des clous. Parce que si on dessine pas pour essayer de donner une idée par le dessin de l'équivalent d'un texte, ça sert à rien, c'est juste des couleurs. On perd le fond du métier qui avait quand même une très belle tradition. Au 19e, Granville, Daumier, il y a eu quand même vraiment du beau monde. Et aussi la grande époque de Charlie, où il y avait des gens comme Rézère, comme Copy, qui étaient des vrais créateurs et qui avaient leur vision vraiment du monde. Maintenant, il y a beaucoup de dessinateurs qui dessinent comme machin ou comme truc, comme lapsus révélateur. Et donc, on en arrive donc à un ennui. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur actuellement. C'est qu'on rigole pas et qu'on s'ennuie. Mais la question, c'est pourquoi on arrive à ce point de privation de création originale. Qu'est-ce qu'elle motive? C'est les gens l'argent, ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas choquer, il faut pas c'est les annonceurs. C'est les annonceurs, ouais. Et l'argent. Au niveau de la presse, c'est clair. Quand on voit quels sont les annonceurs de la presse, après comment voulez-vous aller rentrer dans le chou de l'annonceur? C'est eux qui payent. Donc ça forcément c'est une censure de fait. C'est mon point de vue. Je voulais savoir, je voulais poser une question. Est-ce que c'est pas tout simplement l'époque qui a changé? Nous, on le regarde. Moi, je suis à peu près au milieu de ma carrière, mais j'imagine bien que toutes ces écoles de beaux-arts qui produisent des quantités de dessinateurs d'une grande qualité, qui font les bons dessins, etc., eux, ils vont pas nous dire ça. Ils vont dire, oui, moi j'ai trouvé un éditeur qui avait besoin de moi parce que je suis fait pour lui, donc je marche avec lui. Les dessinateurs d'une grande carrière comme vous, voient ce problème complètement différent. En plus, il y a peut-être le problème de la mondialisation, tout simplement. Tout devient industrie. Ouais. Oui, non, enfin, l'industrie culturelle, c'est quand même quelque chose de sensible. T'as un avis là-dessus, Jean? J'appuierai ce qu'a dit Christine avec une expérience de la foire de Francfort,
où je suis allé 2 fois à quelques années d'intervalle. Il y a quelques années, un illustrateur pouvait encore présenter ses dessins dans un carton à des directeurs artistiques présents sur place. C'est fini. Il n'y a plus que des commerciaux sur la foire de Francfort. Ouais, c'est voilà. Alors, qui ne connaissent absolument pas ce que c'est qu'un auteur, un illustrateur ou un créateur de livres, tout simplement. Problème de culture de l'image. Il y a une énorme perte de la culture de l'image. De la culture de tout. Comme entre autres, comme on parle de l'image. Oui, bien sûr. Comme Monsieur Villot, quoi. On est en plein dedans, quoi. Et pourtant, il y a sur les artisans de l'image. Alors je vais vous raconter une petite histoire de dessineux. Chaval, 1915-1968, l'un des plus grands du dessin d'humour noir. Alors qu'il était encore adolescent, il passait beaucoup de temps avec son oncle, un être assez fantasque qui était peintre, décorateur de théâtre et qui l'emmenait un petit peu partout. Ils sont tous les deux dans le métro à 1 heure de pointe. Son oncle lui dit tout à coup « Retourne-toi ». Et avec le monde qu'il y a dans le wagon, Chaval se retourne avec la plus grande difficulté et se retrouve en face d'un type tout à fait banal. Et son oncle lui dit alors ces mots définitifs d'une voix de stentor : « Regarde bien cet homme, car il est fort probable que tu ne le revois jamais. » Oui. Merci Chaval. Merci Jean. Et on va poursuivre après cette histoire édifiante avec Christine, qui voudrait rebondir sur la question que lui avait posée l'espèce de commentaire d'Igor. Tu peux, Christine, rebondir. Alors rebondissons.
Oui, c'est parce qu'en fait, la question se pose de savoir le nombre d'illustrateurs qu'il y a maintenant sur le marché avec des écoles d'illustration patentées. Ça change forcément totalement ce qu'on pourrait appeler le métier. D'ailleurs, en fait, rien que le mot métier, moi, ça me gêne. Je suis dessinatrice, c'est pas mon métier. C'est d'un autre registre. C'est ta vocation? Vocation, c'est pas non plus... C'est ta mission? Non, c'est trop. Je réfléchis à la question. Donc, je vous répondrai, comme je vous l'ai dit, je suis le long du cerveau. Donc, je réfléchirai à la question pour voir exactement le mot qui correspond. Mais enfin, ce que je disais, c'était par rapport à de très grands auteurs comme Chaval, ou Bosc, et on peut en citer comme ça, ou Rézère, etc. C'est des histoires personnelles. Le dessin est une expression très personnelle. C'est comme l'écriture. On peut pas avoir une faculté de littérateur. On peut pas imaginer de faire une école pour apprendre à faire des livres. Et je trouve ça va presque aussi loin par rapport au dessin, qui n'est qu'une forme de la littérature. Le dessin est une forme de la littérature? D'une certaine manière, oui, parce que c'est de la communication. C'est une façon de s'exprimer qui est très personnelle. Oui. Alors, à partir du moment où on est dans une école où on a des cours de ceci, des cours de couleur, des cours de les cours de couleur encore, non, ça peut servir. Mais où on formate les jeunes dessinateurs au lieu de leur dire soyez vous-même le plus possible. Je pense qu'il faudrait pas un enseignement spécialisé, mais plus un enseignement général, c'est-à-dire leur apprendre à tracer un trait, leur apprendre à barbouiller des couleurs, mais pas les formater avec un objectif, formater un illustrateur, formater un dessinateur, formater un dessinateur d'animation. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, toi, Jean, t'as fait une école d'art aussi, parce que Christine parle de ces choses avec mais elle a quand même fait les arts appliqués. Alors toi, moi j'ai fait l'atelier d'illustration des arts décoratifs de Strasbourg, effectivement, mais à l'époque on avait quand même une certaine liberté. Une certaine liberté qui n'existe plus maintenant, d'après toi, Christine. Non, c'est surtout le formatage. Le formatage. C'est ça qui, moi, me paraît le plus grave, c'est que d'ailleurs on sort de très bons illustrateurs, des très bons techniciens, mais l'âme, l'enthousiasme et le travail acharné et le dessin, tu travailles avec, c'est toi, c'est ton trait, c'est toi, c'est ton regard, c'est personne d'autre. Ouais. Alors ça on peut ne peut te pas dire être leur volonté assez jeune de le faire comme ça, parce que quand ils vont avant rentrer aux Beaux-Arts ou dans une autre école, leurs parents vont leur dire écoute maintenant bien, réfléchis bien ce que tu vas faire, parce que tu vas gagner toute ta vie après avec. Alors qu'est-ce qu'il va faire le jeune? Il va dire avec quoi on gagne le plus, avec quoi on est plus universel, avec quoi la publicité. Voilà, en fait le dessin des bons dessineurs, la publicité, la télé, etc. Moi j'ai pas d'enfant, mais j'imagine bien. Et puis pour répondre à la question, j'ai pas non plus école d'art, j'ai un lycée technique en Slovaquie, donc j'ai essayé d'apprendre moi-même, et puis finalement je suis devenu un petit peu comme Christine qui dit je sais pas qu'est-ce que je suis exactement, je sais pas le définir, moi non plus je sais pas le définir. Oui, donc je pense que ces jeunes ils sont influencés par beaucoup de choses avant de choisir ce qu'ils vont faire, quoi. Oui, mais par contre quand on parle d'école de beaux-arts, il faudrait peut-être un petit peu affiner la réponse, parce que les écoles de beaux-arts, elles forment pas des dessinateurs. Les écoles de beaux-arts actuelles, elles forment en majorité des gens qui sont dans la mouvance de ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est-à-dire, moi j'ai l'expérience de l'école d'Avignon où des jeunes élèves, je me rappelle une jeune élève, une Allemande, qui avait vraiment un talent de dessinatrice au sens large, de peintre, etc., et qui était mise totalement à l'index par le corps enseignant de cette école de beaux-arts, parce que elle ne rentrait pas dans les canons de l'école, c'est-à-dire faire de l'installation, faire du conceptuel, faire des choses comme ça. Je crois qu'il faudrait pour que le débat soit pas trop s'écarte un petit peu il faudrait insister, je crois qu'il y a des écoles spécialisées, on en parlait tout à l'heure, qui forment des dessinateurs, mais bon,
et évacuer un peu le côté beaux-arts, parce que à Strasbourg, évidemment, il y a une classe ou je sais pas quoi qui travaille sur la bande dessinée, une autre qui travaille sur l'illustration, qui faisait. Il y a quelques écoles de beaux-arts comme ça, ou maintenant on les appelle les écoles d'art, mais il y a surtout la majorité des gens qui vont dans les beaux-arts, ils font plutôt des arts qu'on appelait plastiques avant, maintenant je sais pas comment on les appelle. Et voilà quoi, il faut aussi dire les choses comme elles sont pour que les auditeurs aient une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans le microcosme. C'est bien, je te remercie parce que j'apprends. Étant donné que je suis étranger en plus. Non, mais parce que je crois, il y a eu une chose comme ça. Il y a un débat actuellement avec la Maison des artistes et tout ça qui est dirigé par des gens qui sont complètement rétrogrades et qui sont toujours en train de pleurer, qu'on n'apprend plus à dessiner en France, que voilà, c'est la mort de l'art et tout. Enfin, de quel art d'ailleurs? Parce que ils en sont toujours uniquement au pinceau et à la toile. Je veux dire, si c'est pas en plus carrément à la planche de bois et voilà. Mais je pense qu'on vit une période de l'histoire de l'art où il n'y a jamais eu autant d'excellents dessinateurs en France. On voit avec la BD, il y a des vrais artistes en BD, et c'est des gens qui ont fait aucune école. Beaucoup sont des passionnés, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Beaucoup sont des passionnés qui tout petits gribouillaient, et qui sont devenus des grands dessinateurs sans passer par une école d'art. Oui, bien sûr. Mais là, pour être un peu plus précise par rapport à ce que tu disais, il y a d'un côté les écoles des beaux-arts, ce qu'on appelle l'école des beaux-arts, et de l'autre côté les écoles d'art appliqué. Voilà. C'est deux mondes. Aux beaux-arts, maintenant, c'est conceptuel à fond. Et donc du conceptuel, et puis quand tu veux dire que tu veux faire du croquis, alors que moi je maintiens, je confirme, je signe et resigne, le croquis, le modèle vivant, c'est essentiel pour faire travailler son œil, indépendamment, on n'est pas après obligé de faire de la peinture, on peut faire de la palette graphique, on peut faire des graffitis, mais si on n'a pas un œil, et si on ne fait pas travailler son œil, on n'évolue pas. Donc moi, je suis absolument horrifiée de voir que des première et deuxième année aux Beaux-Arts n'ont plus du tout de travail de croquis, modèle vivant et croquis d'après nature, qui structure le regard, et c'est vraiment très important. Alors sinon après il y a les écoles d'art appliqué. On peut voir des très bonnes écoles d'art appliqué en France. Il y a Estienne, il y a les arts appliqués, il y a les arts déco, chacun de très grande qualité. L'école de Strasbourg en illustration, etc. Mais ça forme comment dire, des clones. Ils sont trop nombreux, quoi. Il y a trop de monde et des gens trop jeunes et qui ne sont pas dans cette détermination dont tu parlais quand tu parles de Chaval on en revient là. C'est quelque chose qui est plus fort que tout normalement, le dessin, comme l'écriture, comme disait Camus dans le texte, il dit ça, il dit mon art je peux pas faire autrement. C'est Rilke qui disait ça aussi. Il dit si t'es un jeune et que tu peux pas faire autrement que de dessiner, là tu continues. Si tu peux faire autrement que de dessiner, fais autre chose. Et ce sera un peu mon point de vue. Ouais, c'est pour ça que je parlais de sacerdoce, bien que ce soit pas. C'est l'enthousiasme qu'il faut faire. Ouais. Oui, et alors dans ces rapports nouveaux avec l'image. Le comportement du milieu, je répète, des décideurs, c'est-à-dire quand tu parlais du monde, il y a les gens qui décident au monde si tel travail ou tel travail est intéressant pour eux ou pas, mais selon des critères qui, d'après toi, sont complètement arbitraires, qui n'ont pas de justification vraiment, qui répondent pas à une vision qu'on peut avoir de la création. Voilà, qu'est-ce que toi comme travailleur ou travailleuse de l'illustration, du dessin comme tu l'appelles, est-ce que tu as réfléchi à des alternatives? C'est très difficile parce que je voulais quand même revenir sur une chose, c'est que justement dans la presse avant, c'était les directeurs de éditoriaux qui choisissaient, c'est-à-dire chacune des équipes éditoriales choisissait les illustrateurs qu'elle voulait pour ses articles. Ensuite, quand Monsieur Colombiani est arrivé avec son équipe, il y a eu une directrice de l'iconographie générale et ils ont enlevé
cette prérogative au directeur d'édition, qui leur a fait beaucoup de peine parce que pour eux c'était vraiment la cerise sur le gâteau, choisir l'illustrateur qui correspondait le mieux à l'état d'esprit qu'ils avaient envie. Donc ça a été bon. Maintenant, je sais pas où ça en est parce que je ne pratique pas et je connais personne qui pratique le monde actuellement. Donc je peux pas vous donner d'informations par rapport à ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que l'instant est grave dans le sens où il y a justement le passage au numérique et qu'on ne sait pas du tout où on va. La forme que vont prendre les choses, ce qui fait que c'est très difficile d'anticiper sur quoi que ce soit actuellement. Effectivement, je pense qu'en fait, puisque le numérique est absolument incontournable, c'est par là qu'il faut que ça se passe. Et c'est donc par le numérique qu'il faut essayer. On peut être un peu grossier ici. Bien sûr. Par ici qu'on peut peut-être essayer de vous enculer. Grossier. Et voilà. Voilà. Ben, Peut-être que c'est en anticipant sur le numérique qu'on va pouvoir les avoir, tous ceux qui gouvernent avec l'argent, et le pouvoir et les réseaux. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, ni publicité, ce qui doit réjouir Christine. Et on va revenir sur toutes ces grandes histoires de la petite histoire. Pas mal, ça veut rien dire, mais enfin c'est que ça le fait. Après que Jean-Christophe nous ait avec sa petite ardoise annoncé la future pause musicale. Un petit Mano Negra sur Pas assez de toi. Je crois que ça pourrait coller, ça, avec ce qu'on disait. Du lettrisme. Je rappelle que, je simplifie un peu, mais la théorie lettriste, c'était que les lettres avaient une autre destination que les mots. Il fallait bien que ce pape-là rentre un jour dans une église. Il a choisi pour ça un dimanche matin un peu avant la messe. Il est allé avec un groupe de copains, s'engouffrer directement dans la sacristie. Ils ont séquestré le curé en place en le mettant dans un placard, et pendant que les copains surveillaient les enfants de chœur, Isou a passé la robe de messe. Puis il a attendu un petit peu que ça chauffe dans l'église. 10h, 10h05, 10h10, 10h15, ça a commencé à murmurer. Il s'est alors engagé dans la nef centrale, où les fidèles médusés ont vu arriver ce curé qu'ils n'avaient jamais vu. À pas lent, il est allé à peu près jusqu'au milieu de la nef, puis il s'est engagé
dans l'allée à droite, jusque vers la chaire où il a monté l'escalier tranquillement. Arrivé en haut, il a ouvert les bras et il a prononcé ces mots définitifs, « Dieu est mort ». Et puis il a redescendu l'escalier et il est reparti vers la sacristie d'un pas lent. Ils se sont évidemment débinés après avoir libéré le curé. D'après les rares témoins de la scène que nous avons pu retrouver, l'assemblée est restée une bonne dizaine de minutes sans pouvoir réagir. Eh bien, voilà une histoire sur la religion qui nous réjouit le cœur et l'âme. Christine, tu as... Ah, Igor, pardon, Igor. Oui, j'ai eu tout à l'heure un coup de fil d'un auditeur qui est très gentil, mais il faut plutôt que je vous passe son message parce que il a parlé d'un dessinateur que moi je connais pas parce que ça fait pas longtemps que je suis en France, mais qui s'appelle Jean-François Batelier. Et c'est probablement son ami. Et il voulait dire par ça qu'on a tout à fait raison de parler des grandes difficultés des dessinateurs, parce que ce monsieur Batelier, il s'est aussi retrouvé après quand ils ont restreint les budgets dans la boîte du travail, il s'est retrouvé avec l'autoproduction qui était obligé à la financer. Il se retrouve avec sa famille en grande difficulté. Voilà, c'était en gros ce que ce gentil auditeur m'a dit. Et puis surtout, il m'a dit, je croise les doigts pour vous les dessinateurs parce que vous méritez le mieux. Merci, cher auditeur. On reçoit le message 5 sur 5. Je voudrais demander à Jean, qui hochait la tête, tu connais le travail de Batelier? Oui, absolument, oui. Ouais. Mm-hmm. Christine aussi? Oui, bien sûr. Et alors, moi, parce que je connais pas, j'aimerais bien connaître votre opinion sur son travail. C'est du dessin satirique. Dessin satirique. Oui, je l'ai même vu à une époque tenter de vendre ses originaux devant Beaubourg. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais... Je me rappelle de cette époque. Oui, il pratique ça depuis très longtemps. C'est très courageux de sa part. C'est vrai qu'il va sur les salons et qu'il vend ses originaux et il discute avec les gens. Il a gardé un rapport extrêmement direct avec son public, ce qui est très rare pour un dessinateur. Donc il est admirable à ce niveau-là. Parce qu'en général, on est plutôt au fin fond avec notre table à dessin et le seul rapport qu'on a, c'est par rapport à nos créations. Donc lui, non, il va au charbon. Il va au charbon. Et en parlant de charbon, Christine, qu'est-ce que tu... Bon, on a fait un constat avec toi, avec Jean, avec Igor, avec cet auditeur qui vient de téléphoner sur la situation un peu difficile des dessinateurs, enfin de la profession d'une manière générale, que ce soit les dessinateurs ou des disciplines d'une manière générale. Alors, comme tout à l'heure je te le demandais, je repose encore une fois la question. Je sais que c'est pas facile d'y répondre et qu'il n'y a peut-être pas de réponse du tout, du moins de réponse crédible. Est-ce que tu as probablement réfléchi à tout ça, Jean aussi, Igor aussi, moi aussi, et est-ce qu'on peut là parler un peu de ce qui pourrait se faire ou de ce qui se fait ou de choses dont on a entendu parler pour faire bouger les choses quoi, dans le bon sens, voilà. Alors, il y a quand même des éditeurs comme l'association dont on peut quand même parler, qui sont donc une association, l'éditeur de BD à l'origine et de très très haute qualité, qui sont à l'origine un collectif de dessinateurs. Donc ça, ce sont des choses tout à fait positives. Et l'association a pris une envergure énorme, ils sortent d'écran, maintenant ça marche très fort, ils partent du principe qu'ils sont que dans le noir et blanc parce que ça coûte moins cher. Faut pas oublier le coût, sur les ouvrages forcément ça joue. Donc il y a des gens comme l'association, voilà, qui font un vrai travail d'édition. Il y a en BD, il y a Ciné Hebdo qui continue à publier donc des dessinateurs de BD parce que il y a dessinateurs et dessinateurs. Un dessinateur de BD, la vie d'un dessinateur de BD n'a rien à voir avec la vie d'un illustrateur d'un certain côté. Sachant que quand même les deux pôles qui rapportent de l'argent en édition actuellement, c'est la BD et le dessin jeunesse.
Ce sont les deux seuls pôles qui continuent à gagner de l'argent. Mais quand on dit ça, on va voir 2-3 auteurs qui vont vendre à des millions d'exemplaires, et puis plein d'autres qui vont rien vendre ou vendre à très peu d'exemplaires. Mais comme le coût du noir et blanc est beaucoup moins cher, ça permet une beaucoup plus grande souplesse. Bon, c'est évident que le problème majeur des livres tels que moi je les fais à l'aquarelle, etc., c'est le coût. Il y a une réalité du coût. Donc évidemment, des associations, ça, ce serait bien, et plus de presse et plus de gens qui les achètent. C'est-à-dire que c'est un acte militant que d'acheter un journal maintenant. On en est là, parce que on n'a pas pu passer encore le cap du numérique, donc on est encore avec ce papier, et donc c'est le moment de continuer à acheter la presse underground, que ce soit la Décroissance, que ce soit CQFD, que ce soit Ciné, ou tout ce qu'on peut trouver qui va dans ce sens-là. Moi j'ai commencé avec des fanzines, retournons aux fanzines, je dirais peut-être. Et tu penses que le papier doit disparaître, va forcément être remplacé par le numérique? Est-ce que le numérique c'est mieux? Est-ce que le numérique, parce que j'ai l'impression, enfin, moi je suis pas un spécialiste de toutes ces choses-là, mais j'entends quand même l'avis de certains copains, etc., qui ont peur que le numérique, parce que si tu veux, on s'est battu. Enfin, c'est, je crois, Alexandre Dumas qui a imposé en France le droit d'auteur. Bon marché. Moi on m'a dit Dumas, enfin bon, bref, Beaumarchais ou Dumas, oui, ça a une différence. Ben, alors donc la personne que je ne citerai pas pour pouvoir lui faire honte, qui m'a intoxiqué avec Dumas, qu'elle fasse gaffe parce que la prochaine fois que je la vois, ça risque de chauffer. Donc Beaumarchais, merci Christine. J'espère que la prochaine que je vais voir, elle va pas me dire que c'est, je sais pas moi, Rabelais ou Hergé ou je sais pas, ou Goscinny. Enfin bon, voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a, parce que bon, il y a un débat actuellement sur le numérique. Il y a des gens qui ont une grosse trouille, des éditeurs en particulier, parce que nous on n'y comprend pas grand-chose. Et est-ce que le papier a, parce que on a dû se poser la même question à la fin du 19e, à l'apparition de la photographie, en disant oui, avec la photographie, la peinture c'est fini, le portrait c'est fini, le machin c'est fini. Effectivement, pour un moment, il y a eu tout ça a eu un peu de mou dans le genou, mais après c'est revenu, enfin d'une certaine manière. Est-ce que tu crois que là, on est vraiment devant des choix historiques qui vont tout bouleverser, qui vont changer toutes les règles et qui vont mettre en danger le droit d'auteur, qui vont mettre en danger encore plus, fragiliser, précariser nos professions? Alors, ce que je pense surtout, c'est qu'au niveau de l'édition papier, il y a une surproduction actuellement, donc qui tue le métier, comme on peut dire, dans le sens où il y a beaucoup trop d'ouvrages qui sont publiés. Et donc, de toute façon, moi le numérique, on peut même pas dire si on est pour ou contre. C'est là où il faut arrêter de dire ah oui. Bon, moi je dessine avec la palette graphique, je dessine avec un crayon, je dessine avec une bic, c'est des outils, c'est rien d'autre. Il faut remettre les choses à leur place. Je pense qu'on a toujours tendance à fantasmer les choses qu'on connaît pas bien. Donc le numérique, c'est incontournable. Ça peut être vraiment bien aussi. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, imagination au pouvoir, allons-y carrément. On peut imaginer de faire des petits livres à tout petit tirage qu'on peut envoyer par le web et que les gens, on leur envoie le papier ou on leur dit vous achetez tel papier qu'ils impriment eux-mêmes. Bon, on peut faire des tas le champ du possible est énorme puisque on sait pas où on va. Mais d'une part, en tout cas, c'est évident, c'est qu'il y a une surproduction, même au niveau des hebdos aussi. Quand on regarde le truc sur la voile, le voileux, le voilier, la voile A, la voile B, vous avez 50 titres pour les chasseurs, 2000 titres pour le voyage. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, à mon avis. Ça me paraît très important. Si on ramène les choses, on ramènera vers la qualité aussi. Parce que plus on en fait, plus on fait n'importe quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que, Robert, toi, tu sais très bien, tu connais bien le patron de Zang Édition, qui a édité mon dernier livre, en 1000 exemplaires, par Internet, en Italie. Et puis ça marche. Il a fait un bon produit. Il a pas fait 20 000 ou 40 000, c'est dommage pour moi, mais il faut les vendre après. Mais il a fait 1000. Pour moi, c'est avec des gens avec qui j'ai parlé par rapport à ce produit, des gens ils étaient contents en fait que le livre était bel, le livre et tout.
Donc c'est comme un peu comme Christine a dit. Jean, tu as un avis sur ces... Sur le numérique, enfin sur le nombre d'ouvrages, ça c'est sûr. Hein, une rentrée littéraire aujourd'hui, c'est pratiquement, je crois qu'on est à près de 1000 ouvrages qui sortent lors d'une rentrée littéraire, sans que le nombre de lecteurs ou que leur pouvoir d'achat ait augmenté pour autant. Donc c'est sûr que c'est beaucoup trop. Sur le numérique, moi je ne suis pas du tout inquiet. C'est un outil que j'ai rajouté à ma palette, un de plus. Mais bon, c'est vrai que dans les débuts, au tout début, je reconnais que je me suis laissé un petit peu fasciner par cet outil. C'était tellement, ça me semblait tellement infini, mais là je suis revenu à une juste proportion, enfin pour moi en tout cas, dans mon travail, et ce n'est qu'un outil parmi tout un tas d'autres. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, avec une éminente invitée, une illustratrice, dessinatrice, un plasticien Igor Kralik, un grand illustrateur Jean, et un gratte-papier, c'est moi-même. Voilà, nous allons donc passer la musique que Jean-Christophe nous a concoctée. C'est sur l'album Surfer Rosard des Pixies. Parce qu'on parlait d'édition, donc autant parler aussi des éditions de pochette de disques. Un album somptueux avec Where Is My Mind des Pixies.
je vais vous raconter une petite histoire de créatif. Avant de faire l'illustrateur, je me suis vendu comme Ruffman dans la publicité, comme quoi les Arts Déco de Strasbourg, même l'atelier d'illustration, ça mène à tout. J'ai commencé par faire un stage de 2 mois dans une agence de pub. Au bout d'une semaine à servir les cafés, je suis allé voir le patron. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien qu'on me donne ma chance, je suis persuadé d'avoir du talent, je suis prêt à vous le prouver à tout instant, vous pourriez même me donner, vous n'êtes pas obligé de me faire travailler sur un budget actuel, vous pourriez me donner quelque chose qui a déjà été réalisé pour que je vous montre ce que je suis capable de faire. Il me dit, mais j'ai mieux que ça, si vous voulez. On a un client qui nous suit depuis le début, on a démarré en même temps que lui, il y a une 20aine d'années. Et vraiment, on sèche complètement, on sait absolument plus ce qu'on pourrait faire pour lui. C'est les clous Nestor, je sais pas quoi trop vous dire là-dessus. C'est ce qu'il faut que vous sachiez, que c'est vraiment le roi du clou inox, antifongicide, antibactérien, anti-rouille. C'est les meilleurs. Ils font des espèces de clous torsadés comme ça qui sont très. Une fois que vous avez planté un clou Nestor, c'est quand même très très difficile de le retirer. Et je lui dis, écoutez, j'ai une super idée, laissez-moi 10 minutes et je reviens avec un ref. 10 minutes après, je suis de retour dans son bureau, avec un ref sur lequel il y a simplement la croix, avec le Christ accroché dessus, enfin si j'ose dire, et une splendide accroche en écriture gothique qui dit, avec les clous Nestor, il ne serait pas mort. Le patron me dit, mais vous avez appris votre métier où? Enfin, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, mon garçon, mais je suis catastrophé. Si c'est ce que vous appelez faire vos preuves, là, ça la fout mal. On ne représente pas le Christ dans la publicité. Toutes les ligues catholiques vont nous tomber dessus et tout. Moi, je peux pas présenter ça à mon client. C'est impossible. Pas de Christ, quoi. Trouvez-moi autre chose. Et je lui dis, mais oui, j'ai compris. Redonnez-moi 10 minutes, je reviens tout de suite. Et 10 minutes après, je suis de retour avec un nouveau ref, la croix, mais dont le Christ a disparu. Et sous la même magnifique typo gothique, il y a cette accroche qui est écrite, avec les clous Nestor, il y serait encore. Ça, c'est dégueulasse. Merci Jean, ça fait du bien. Voilà, eh bien on va continuer, on va poursuivre et finir avec Christine, qui nous a promis de raconter une belle histoire à propos du professeur Choron, alias Monsieur Bernier, pour son dernier, parce il y a eu un film qui a été fait sur sa vie, sa mort, sur lui. Et ça la démange vraiment beaucoup de nous narrer ses impressions, ces choses là-dessus. Oui, c'est donc un film documentaire, on pourrait dire, qui vient de sortir, qui est sorti mercredi en salle. Donc vraiment, je pousse tous à aller voir ce film, d'abord parce que c'est jubilatoire de voir le professeur Choron, d'énergie, de drôlerie, incisif, etc. Et donc ça s'appelle Vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Ce film vaut vraiment la peine d'être vu, d'une part, je vous dis, parce qu'il y a Choron, mais d'autre part pour comment dire, c'est presque la vérité historique. Plus personne ne parle de lui. On fait partie de toute une génération. Sans Choron, je sais pas si on aurait eu. C'était notre professeur. C'est mieux que les Beaux-Arts, Choron. Il vous envoyait beaucoup plus loin que ce que vous pensiez pouvoir aller. C'était c'était un chef d'orchestre. Et dedans, vous avez des interventions il y a Villemin qui en parle très très bien. Cavana aussi, qui est très triste de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, par contre, les gens de Charlie, j'aimerais pas être à leur place, c'est sûr que. Donc, pour la vérité historique, il faut aller voir ce film, pour rigoler aussi, puisqu'il y a les séquences du professeur Choron pour Canal+, tout au début de Canal+, qu'on peut même pas imaginer maintenant qu'il passerait des choses pareilles. C'est insensé qu'ils aient laissé le professeur.
Halte, il y en a un, Halte au scandale des femmes coquetiers. Et donc t'as une fille à poil avec juste le fesse en l'air, avec un plateau et avec un œuf à la coque. Et t'as un type qui mange son œuf et voilà, on des conneries comme ça. C'est choron, quoi. Ouais, c'est choron. Et d'autre part, donc ce film vient de sortir et parlons aussi, parce que ça va avec, donc de Ciné Hebdo. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment aider ce journal à tous les niveaux, le lire et envoyer que les jeunes envoient des dessins et des textes. Ciné Hebdo ne demande que ça. C'est enfin, il y a un peu d'irrévérence en France, elle est là. Sans irrévérence, on crève tous. Voilà, tout le monde a La vie et mort du professeur Choron et acheter Ciné Hebdo 2 € en kiosque le mercredi. Voilà, j'ai fait ma publicité. Oui, non, mais c'est une publicité, non, mais très intéressant. Et puis, oui, il faut en parler parce que probablement qu'il va y avoir encore une espèce de, comment on appelle ça quand on parle pas de quelque chose, quand on veut censure. Une censure qui dit pas vraiment son nom, mais qui existe quand même actuellement. J'en parlais l'autre jour dans une manif avec des jeunes, une manif pour la Palestine avec des jeunes manifestants qui disaient ouais, tu vas voir encore une fois parce que c'est une manif très très importante. J'avais rarement vu une manif pour la Palestine qui soit de cette importance et qui disait ouais mais tu vas voir les médias ils vont faire l'impasse là-dessus et je pense qu'ils ont pas eu tort parce que bien que je n'écoute pas la radio, que je ne regarde pas la télé et que j'achète pas de journaux, d'habitude j'ai des informations quand même par des copains c'est sympa, et ben là pas du tout. Donc voilà. Bien, mais Christine, comme je te disais, j'ai une amie qui s'appelle Marie-Christine, donc je mélange un peu les crayons. Tes projets. Tu as probablement des projets actuellement. Oui, plein. Tu peux nous en parler un petit peu. Des choses pour Amnesty International, pour qui je travaille toujours, parce que je les aime bien. Moi, je suis née avec l'art postal dans la peau, donc Amnesty avec ce principe de lettres d'envoyer. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, je suis sur un projet avec eux. Je suis sur un projet autour de La Fontaine aussi, parce que La Fontaine était un irrévérencieux, et donc je poursuis ma route. Bien. Et tu peux aussi, parce qu'on va essayer de te presser ce qu'on appelle le citron, nous parler un peu aussi de la charte dont tu es une adhérente récente. Pourquoi tu adhères à la charte? Pas pour faire la pub de la charte, on n'en a pas besoin. C'est peut-être un peu pour les embêter, au contraire. Mais la charte, pourquoi? Parce que tu étais à la manif chez Villot. Tu m'as dit tout à l'heure que tu y étais comme ça pour faire nombre, mais qu'en fin de compte, tu n'avais pas vraiment grand-chose à voir avec ce qui se passait chez Villot. Moi non plus, d'ailleurs, j'y étais quand même, pour appuyer les copains. Mais bon, t'as attiré à la charte. Pourquoi? Je dis ça, je te demande ça parce que s'il y a des jeunes illustrateurs qui nous écoutent, ou des moins jeunes, parce qu'on va pas faire non plus ce qui est dans l'ambiance actuellement du jeunisme, mais s'il y en a qui nous écoutent, ou des copains d'illustrateurs peut-être tagada, nous donner des infos, quoi. Pourquoi toi, après ce parcours assez Éthique. Ouais, pourquoi enfin maintenant tu adhères à la charte, quoi? Parce que ça existe depuis quand même une vingtaine d'années. Ça existe depuis une vingtaine d'années. Moi, j'étais à l'origine. J'ai rencontré des personnes. À l'époque, je venais de sortir. J'avais illustré la Déclaration des droits de l'homme, et donc j'avais été faire pas mal de signatures pour Amnesty International. Et c'est dans le cadre de ces signatures que j'ai rencontré les premiers chartistes, dont je me souviens plus des noms. Mais qui étaient donc à l'origine, c'était surtout les auteurs. Moi, en tant qu'illustratrice et en tant que dessinatrice, il y a toujours ce côté retrait qu'on a, c'est vrai, j'avoue. On est plus dans notre coin, et donc là, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer donc ces auteurs qui étaient beaucoup plus investis. Et puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de papiers et tout. Alors moi, ça m'a complètement dépassé parce que je recevais des comptes rendus qui faisaient 15 et donc là, 15 pages, etc. Et donc là, j'ai dit, écoutez, moi non, parce que j'arrive pas à lire ces trucs-là, c'est pas ma forme d'esprit. Donc j'avais arrêté. Mais je suis toujours pour se mettre ensemble, quoi qu'il arrive, pour tout. Donc pourquoi? Et donc là,
des années après, on me dit oui, mais t'es quand même illustrateur jeunesse, je le suis parfois. J'ai fait 3-4 livres pour la jeunesse, et donc c'est par oui, c'est une forme de solidarité. On fait partie du même métier, c'est important de s'échanger, d'échanger, et ça permet là de sortir de notre solitude qui est quand même assez énorme dans nos métiers. Donc ça c'est sûr, et ça permet de s'informer et d'informer les autres. Et je me suis retrouvée là à la charte, mais justement je trouve qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est là-dessus, je crois qu'il faut que tout le monde pousse à s'informer les uns les autres. On a le web, c'est fait pour ça, parce que sinon, moi je suis arrivée là-bas, j'y allais par solidarité, parce que je savais qu'un auteur ou une illustratrice n'avait pas été réglé, voilà. Donc j'y vais, et je savais même pas pourquoi, mais comme c'est la charte qui me dit d'y aller, bon, je vais. Après je me renseigne, comme tu as pu le remarquer, pour savoir qu'est-ce que je faisais là, mais voilà. Bien, et Jean, tu as un commentaire à ajouter, Igor? Non, alors on est à la radio, mais vous n'avez rien à dire, donc c'est vachement. Moi j'écoute parce que déjà la charte, à vrai dire, que j'ai entendu un petit peu parler de ça. Déjà, je suis très heureux maintenant de savoir un peu plus de ça, et je comprends absolument qu'elle peut remplir la fonction d'être en contact. Ouais. C'est ce que parce que ce que je trouve moi aussi d'ailleurs que dans notre métier on est très seul. Oui. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine si tu me poseras la question sur la charte, je serai plus au courant. Oui. Bon, on verra. Bien sûr. Non, et puis Jean, t'as fait des livres d'enfants, Jean, quand même. Très peu. Non, mais ça veut dire quoi, très peu? J'étais encore à l'école, très peu. Ah, t'étais encore à l'école quand on a fait? Oui. Ah, d'accord, oui. Bon. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai décidé de faire du dessin pour adultes. Bien, et bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Arracaille, pour essayer de trouver des solutions qui permettront à tous les créatifs de l'Hexagone et d'ailleurs, pourquoi pas, il faut être un peu mytho ou mégalo, de mettre du beurre dans leurs épinards ou dans leur riz, comment on appelle ça, ce riz, le riz brun. Voilà. Une pause musicale avant d'aborder le dernier quart d'heure. On va faire un peu le point sur ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant cette émission. Chercher, je m'occuperai même des papiers. J'en suis folle ou j'en suis sûre. Mais donne-moi ta voiture. Un coup d'aspirateur et je vide les cendriers. Le rétroviseur, les essuie-glaces. Je change les housses et je vide la boîte à gants. Je laisse l'autoradio car je n'ai pas le temps. J'en suis folle ou j'en suis sûre. Mais donne-moi ta voiture. Je crois que je vais dire oui, on n'achète pas. Comme ça, on n'achète pas. Comme ça. Mais pour ta voiture, mais pour ta voiture, mais pour ta voiture, je crois. Ah, ce serait bien trop facile. Non, je ne suis pas une fille docile. Il m'en faudrait bien plus pour m'impressionner. Moi j'aime le luxe et les gros billets.
mais donne-moi ta voix. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais donne-moi ta voix. Oui, une petite histoire de chef-d'œuvre. Jean-François de Troyes, le déjeuner d'huîtres. Jean-François de Troyes, c'est 1679-1752. Les amateurs de jeux de piste à la Da Vinci Code seront obligés de se déplacer jusqu'au musée Condé de Chantilly, parce que aucune reproduction dans les livres n'est assez grande pour apprécier ce point de détail. Au premier plan, vous avez d'une salle très très luxueuse. Il faut imaginer le bureau de Sarkozy à l'Élysée à peu près. Vous avez une grande table dressée où un certain nombre de convives mangent des huîtres. Et sur une colonne tout à fait à la gauche du tableau, il y a un petit point plus clair qu'on ne peut distinguer que si on va voir le tableau. Je le rappelle, au musée Condé de Chantilly. Si vous descendez à la verticale de ce petit point clair, vous voyez qu'un des convives tient ce qui ressemble à une bouteille. Le regard de 2 ou 3 des convives seulement sont dirigés vers le regard est dirigé vers le petit point plus clair sur la colonne. C'est un bouchon de liège. C'est la première apparition du champagne dans la peinture. Très bien. Je hais le champagne, je déteste le champagne, donc je n'irai pas voir cette peinture. Et les huîtres. Et les huîtres. Ah, quelle horreur. Bon, moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais présenter un petit peu plus qu'avant. Donc, je suis artiste peintre, mais par ailleurs, je suis SDF. Pendant quelques années, j'étais sans abri, donc on va pas parler des huîtres là. Et pendant ma vie dans la rue, qui d'ailleurs continue un petit peu encore, je suis bien nourri, bien logé dans une des associations qui s'occupe très bien, je trouve, sur Paris, qui s'occupe des gens. Mais avec un pied, je suis toujours un peu dans la rue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc pendant toute ma vie dans la rue, j'ai dessiné et j'ai créé la petite histoire parisienne où donc chaque arrondissement de Paris, j'accorde une problématique de la vie des sans-abri dans la rue. Donc il y a 20 histoires parisiennes que à partir de la semaine prochaine, je vais vous lire une chaque fois et puis je vais la commenter un petit peu. Donc à partir de la semaine prochaine, on sera un petit peu aussi dans la rue. D'accord, ouais. C'est bien. Non, et puis quand je dis que je hais les huîtres, c'est un peu faux. Hein. C'est le champagne surtout. Les huîtres, je me réaccommode quand même, puisque moi j'ai pas eu la malchance ou le malheur. Pas jusqu'à présent, mais ça peut toujours arriver. Ça nous pend à tous au nez de nous retrouver dans la rue. C'est une sorte de mode actuellement. Si on n'a pas été dans la rue, on n'a pas vécu, quoi. On ne connaît rien. Ouais, comme voilà. Pendant un moment, c'était la prison. Ceux qui n'avaient pas été en prison, on les regardait de travers. Christine. Ah oui, je vis religieux. Chaque fois, je me dis Marie-Christine, bravo. Oui. Alors Christine, bravo. Est-ce que tu pourrais conclure pour moi cette émission, comme ça me permettrait de me reposer sur tes larges épaules, non? Bon, c'est très gentil. C'est pas méchant, c'est... Alors, non, toujours tu persistes et tu signes. Mais je suis cerf-volant. Cerf-volant. Bon, j'espère quand même qu'on te reverra. On te remercie en tout cas d'être venu. C'était pas évident parce qu'on a fait ça un peu à l'arrache. C'est bon qu'on puisse dire. Ça s'est décidé hier, brutalement, entre je sais pas à quelle heure et je sais pas à quelle heure, mais enfin bon, c'était pas évident. T'as bien assuré. Nous, comme ça, on peut briller un peu. Moi, j'étais très content d'être présent parce que entendre quelqu'un qui parle si clairement et simplement des choses
qui des fois sont pas si simples que ça. On n'a pas toujours la chance. Robert Gaël me connaît bien, on s'est connus à la Maison des Artistes, où il y avait aussi ce genre de communication. Il y a 2 ans encore, quand on était encore admis. Aujourd'hui, j'en ai entendu encore une fois parler une grande dame de dessin. Merci. Jean. Moi, je voudrais rendre un petit hommage à notre invitée en revenant sur quelque chose qu'elle a dit il y a déjà un petit moment, que le dessin, c'était de la littérature. C'est vraiment quelque chose qui me parle complètement. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Le dessin, c'est une autre façon de raconter des histoires. Et quand Jean vous affirme une telle chose, il ne s'agit pas de rigoler ou d'en douter. Il fait 1m85, il a l'air calme comme ça, mais je suppose que derrière ce calme se cache un volcan, toujours pas entré en éruption. Donc voilà, si je peux faire un commentaire, il sera moins élaboré que celui de mon camarade, mais je dirais que Christine, ça le fait, qu'on est bien content. Je suis d'accord aussi avec sa définition dessin, enfin sa définition, son idée sur le dessin, c'est de la littérature ou l'inverse, pourquoi pas. Bien que je sois plus sensible à l'image, mais pas. Moi, je suis pas tout à fait. Je suis moins affûté intellectuellement que vous deux. Je suis un peu plus fruste. Moi, je ressens avec mon ventre, avec mes je sais pas combien de kilomètres de boyaux, et ma tête, elle est un peu absente de toutes ces choses-là. Donc, mais bon, puisque vous le dites, je vous crois. J'ai pas d'argument pour réfuter. Et puis Igor, lui, on semble complètement subjugué par le parcours de Christine. Donc, qu'est-ce que je peux dire après tout ça? Et toi-même, Christine, je vois que tu fais des petites notes. Du coup, je donne mon site. Ah bah oui. Eh ben voilà. Comme ça, ils auront les images. Très bien. Hein, donc voilà. Donc le site de Christine. www, parce qu'il faut parler anglais, Ouais. .christinelesueur.com. Alors je traduis en français, www. Pas Marie-Christine, hein. Ah non, on met pas Marie-Christine. Voilà. Voilà. Bon, Marie-Christine. Tu peux répéter? christinelesueur.com. CHRISTINELESUEUR.com. Voilà. Ça, c'était pour les aveugles. Maintenant, pour les malentendants, on a un petit problème, mais bon, je veux dire... On peut même communiquer par ce site. Parce que je compte bien t'inviter à mon prochain événement que je vais faire. Oui, il y a son mail sur ce site. Et, Ça c'est très bien. Quoi. Ouais, tu peux nous parler de ton prochain événement brièvement, parce qu'on a Oui, brièvement. Depuis que j'ai fini mes petites histoires parisiennes, à chaque histoire appartient 40 dessins. Il se trouve dans mon placard. Donc pendant longtemps, j'ai cherché une salle ou une possibilité d'exposer ça, mais il me fallait 118 mètres linéaires pour exposer tout. Donc, une énorme salle, on n'est pas arrivé. Par contre, étant donné que je suis assez longtemps et bien impliqué dans le circuit social, que je salue par ça, à un moment donné, la mairie de la 4e arrondissement est venue me proposer d'exposer mes petites histoires parisiennes à l'espace de Bloemfontein. Vous voulez aussi la date, parce que la date est déjà faite. Donc c'est le vernissage sur l'invitation, c'est le 16 avril à 19h. Ensuite c'est gratuit à partir de 17 jusqu'au 25 avril. Ok. On est toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, une radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. C'était l'émission Arracaille qui vous cause dans le poste de la condition des artistes, de leur place dans la société.
À la semaine prochaine, j'espère, pour la 3e de cette émission. Encore un salut à Cécile. J'espère qu'elle a cessé de s'esclaffer. Et donc on finit avec le jingle habituel, le temps des cerises, et peut-être une musique avant, je sais pas. Enfin non, le temps des cerises, parce qu'il reste